Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue chez vous dans le magazine Opinion. Au sommaire de ce Génération Humaniste, bâtir des villes nouvelles, réinventer la ville pour faire croître la qualité de vie et soutenir le développement humain. Créer 12 000 logements par an pendant 25 ans, tel est le défi auquel la Wallonie doit répondre pour faire face à son développement, notamment démographique. Ce sont là des chiffres concrets sur une idée lancée par Benoît Ludgen, une idée qui a cheminé au CPS, le centre d'études du CDH, de recherche en travaux et publications. On en est arrivé à un colloque sur la thématique. Tous les acteurs, ils étaient 300, tous les acteurs concernés étaient présents à cette journée de réflexion et d'échange à Louvain-la-Neuve. Premier constat du monde entrepreneurial, enfin une prise de conscience. Automne 2013, Benoît Ludgen avance un projet détonnant, construire des villes nouvelles en Wallonie. On doit aussi pouvoir avoir une ambition très forte pour la Wallonie. Que la Wallonie devienne, dans le domaine de la construction, ou redevienne un exemple pour l'Europe entière. C'est qu'à l'horizon 2030, il y aura 280 000 ménages de plus. Faire face à ce boom démographique est un des grands enjeux de demain. Le CPS, le centre d'études du CDH, complète l'idée de Benoît Ludgen par un travail minutieux et approfondi sur la nécessité d'apporter une réponse humaine à ce défi d'avenir. Le rapport pose les bases. Aujourd'hui, les acteurs académiques, politiques, industriels de la société dans toute sa diversité se mettent autour de la table. Benoît Ludgen, il y a un an, a créé un électrochoc en parlant des villes nouvelles. C'est une image forte. Maintenant, derrière cette image forte, il y a toute une réflexion, on l'a dit, sur la rénovation urbaine, les écoquartiers, etc. Mais je pense que c'est très positif qu'il ait jeté ce pavé dans la mare et ça a suscité, ça a réveillé tout ce débat sur la ville du futur et c'est positif. Pour mener à bien son étude et le colloque, le CPS s'est notamment tourné vers plusieurs experts. Le premier d'entre eux est Luc Skeuten, architecte belge de renommée, auteur de l'ouvrage « La ville végétale ». Luc Skeuten développe sa réflexion à propos d'une ville nouvelle, végétale et résiliente. Dans cette idée de se projeter dans un futur, je trouve que l'attitude des Amérindiens qui, quand ils avaient des décisions importantes à prendre, réunissaient les sages, les anciens, convoquaient la 7e génération, celle qui viendra dans une centaine d'années, parce que bon, eux sont déjà la première génération, mais la 3e est déjà là. Donc d'ici l'aube d'une centaine d'années, est-ce que ce sera bénéfique pour la 7e génération ? Je pense que il y a là quelque chose d'excessivement mature, intelligent, juste. Et c'est peut-être ce qui nous manque le plus à nous autres. Nous avançons à une vitesse colossale. On prend des décisions qui va jouer sur l'ensemble de l'humanité. Et les portées de nos décisions sont toujours, ou presque toujours, vues à très court terme. Et il y a là un déséquilibre qui est tout à fait préjudiciable à la maturité des actions que nous devons porter. La composante la plus importante qui n'est pas suffisamment prise en compte, c'est les changements climatiques, le développement durable, le fait que nous devons absolument aujourd'hui préparer le monde de demain. Comment vivra-t-on quand l'industrie n'aura plus les matières premières pour pouvoir continuer et l'énergie nécessaire? Beaucoup de personnes commencent à chercher à réintroduire ou à introduire une agriculture urbaine, un maraîchage dans les villes, mais dans les espaces qui sont encore disponibles pour cela. Il y a encore beaucoup d'espaces qui sont pas utilisés. Nos toitures, la plupart du temps, sont uniquement une membrane étanche et quelques cheminées, et c'est tout. On pourrait très bien utiliser ces espaces pour faire quelque chose qui nous serait tout à fait profitable. Prendre exemple sur la manière dont la nature fonctionne pour imaginer des développements qui nous permettent de nous sentir enfin bien dans notre environnement. C'est un peu le sens contraire dans lequel
on va le plus largement, généralement dans nos villes. Nos villes voient fleurir des petites boîtes qui sont insipides, d'une odeur incolore, les mêmes partout dans le monde, qui sont standardisées sur un modèle de la mondialisation et dans lesquelles nous n'avons pas de rapport émotionnel, physique. Nous sommes dans un jeu de boîte design. C'est pas la ville que je souhaite. La ville ne répond pas à sa fonction principale, c'est celle de donner une place à chacun dans cet environnement. Cette prise de conscience aussi que nos habitations doivent être neutres au point de vue de l'énergie. Donc on peut faire des habitations aujourd'hui relativement facilement qui sont passifs et qui n'ont plus besoin d'énergie fossile extérieure. Donc ça, c'est une notion qui est fort importante, qui doit être intégrée et construite avec des matériaux qui correspondent à tout ce qui, au maximum, ce qui est peut-être biosourcé, donc qui peut se renouveler en permanence, le bois, le chanvre, le liège, la terre. La terre est un matériau magnifique, on a beaucoup construit en terre. On a un peu oublié ça, maintenant on le retrouve. Parce que construire en terre, en terre-paille, permet d'utiliser des matériaux naturels qui sont respirants, qui sont isolants et qui ont un impact sur notre environnement qui n'est pas négatif. On prend la matière là où elle se retrouve. On ne va pas la chercher de l'autre côté de la planète. Souvent, je cite Francis Blanche, qui avait l'habitude de dire « Mieux vaut penser le changement que changer le pansement ». Et je pense que c'est quelque chose qui nous ramène à un fondamental que j'aime beaucoup. Autre expert français, celui-là, il s'agit de David Mangin. Cet architecte urbaniste parisien, lauréat de plusieurs prix et distinctions, est désigné pour mener le gigantesque projet de rénovation des Halles à Paris. Il nous parle du passage des villes franchisées aux villes passantes et métisses. La faiblesse des villes du XXe siècle, c'est qu'elles elles ont connu ce nouveau paradigme, c'est qu'on a construit la ville pour et par la voiture. Donc en construisant la ville pour et par la voiture, on a renforcé, c'est pas tellement qu'on ait renforcé un zoning très marqué entre l'habitat, le travail, le loisir, les parcs, etc., qui ont existé de toute éternité, à mon avis, c'est qu'il y a une fonction qui a commencé à exister pour elle-même. D'ailleurs, dans la fameuse charte d'Athènes, elle existe comme une fonction, c'est celle de circuler, et notamment de circuler en voiture. Donc on hérite aujourd'hui d'une ville qui est faite pour et par la voiture, dans laquelle finalement la ville compacte ou la ville du piéton ou même du vélo, c'est que 5% de la surface urbanisée. Le défi d'aujourd'hui, c'est que la voiture va évoluer, que d'autres modes de transport peuvent émerger ou se renforcer, mais elle laisse une structure urbaine de voies rapides, principalement, qui rend très difficile le lien autrement que finalement on part de sa maison, on passe d'un parking à l'autre, grosso modo. Une ville passante, c'est quoi? C'est pas la possibilité qu'on puisse passer partout, hein. Il peut y avoir des cours, il peut y avoir des jardins, il peut y avoir des tas de choses qui sont gérées par des copropriétés ou par des associations de locataires. Mais c'est qu'au moins, il y a une trame urbaine qui permet de traverser la ville sans être toujours dans un contournement de circulation de transit et de ne pas pouvoir traverser une ville. Moi, je milite pour que dans cette ville passante, ça permet d'avoir un maillage de rue qui permet, entre autres, d'accéder sans être obligé de prendre sa voiture. Si vous regardez les chiffres du nombre d'enfants qui sont amenés en voiture à l'école tous les matins, c'est ahurissant pour aller à l'école. C'est un défi, c'est à la fois l'héritage de cette ville pour et par la voiture, c'est la perspective de la ville du Mérisée qui crée à la fois du lien et quelquefois d'ailleurs des liens de proximité, ou quelquefois même renforce les liens de proximité. On voit bien comment les gens, à travers les réseaux sociaux, arrivent finalement à refaire des formes de vie de quartier aussi, et pas uniquement parler à un inconnu en Australie. Une des questions très importantes pour ça, c'est de penser la question, et une question très difficile, la question des rez-de-chaussée. C'est un peu trivial, mais c'est absolument essentiel. Pourquoi? Parce que
Si on veut faire une vie plus agréable, plus amusante, plus éducative d'une certaine manière, ça suppose qu'il y ait un espace public qui vit. Donc ça suppose d'abord que l'espace public ne soit pas privatisé d'une manière ou d'une autre. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de faire des villes pour l'éternité. C'est de faire des villes qui bougent, qui ont une capacité de bouger, qui ont une capacité de, comme on dit maintenant, d'être réversible. Mais alors réversible, c'est beaucoup dire, mais qu'elles aient une capacité d'évolution. La question de la toute dépendance automobile dans des grands quartiers fermés, qui oblige finalement à chaque fois prendre sa bagnole pour sortir de sa zone, c'est aussi quelque chose d'audible parce que les gens aussi en ont marre de payer 2 voitures, 3 voitures pour leur vie quotidienne. Voilà. Les Halles, c'est un des rares exemples vraiment d'une tentative d'urbanisme souterrain. Parce que ce que les piétons des Halles ne voient pas, c'est qu'il y a 5 étages dessous. Quand vous voyez le jardin, vous êtes sur le toit de 5 étages. C'était aussi l'héritier de l'urbanisme du tout pour la voiture, puisqu'il obéissait, ce projet, il a obéi à un plan de circulation où on avait envisagé très sérieusement, puisqu'on avait même voté en conseil municipal, de faire des autoroutes urbaines dans tout Paris, y compris dans le canal Saint-Martin, qui faisait une tranchée merveilleuse pour vider l'eau et on faisait une autoroute. Ce qu'on a essayé de faire, nous, c'est d'appliquer aussi les principes de la ville passante, en surface déjà que les traversées du jardin, ce qu'on ne peut pas voir actuellement, se feront de rue à rue entre le nord et le sud, un peu comme c'était au temps du pavillon des Halles. Les choses étaient dans la continuité des rues, ce qui est quand même assez basique, mais qui avait été largement oublié. Donc il y a toute une partie invisible de la ville, qui est tout le système souterrain, que ce soit la gare de transport, que ce soit le système de l'échange autoroutier, qui est profondément rénové. Donc pour le moment, on finit la phase émergée de l'iceberg, mais l'iceberg, il y a encore du travail. Je vous le disais au début de cette émission, le colloque Ville Nouvelle a réuni l'ensemble des secteurs concernés par la thématique. C'est que porter pareil défi nécessite une approche tant globale que qualitative. Il s'agit ni plus ni moins que de réinventer la ville. La construction de quartiers nouveaux, cela ne se fait pas en 2 coups de cuillère à peau. Au-delà du constat de la nécessité, vient la réflexion globale et la volonté d'initier une vision à long terme. Ce sont des projets qui prennent du temps et c'est justement important de conserver une vision sur le long terme sur ce qu'on souhaite développer, d'avoir une stabilité dans cette vision que l'on souhaite développer. Et c'est pour ça aussi que l'on souhaite y associer tout ce milieu de l'architecture, de la construction pour vraiment créer cette vision ensemble. Réunir un panel d'experts comme celui du colloque de Louvain-la-Neuve, c'est prendre en considération les multiples dimensions que demande un projet de cette envergure. Rien ne doit être laissé au hasard. Il y a par exemple ici des personnes qui représentent tout le secteur du handicap, pour vraiment tenir compte aussi de la place de la personne handicapée dans la ville, des familles, des personnes âgées, de l'interaction entre les espaces verts et les espaces habités. On se rend compte que toutes ces dimensions sont vraiment extrêmement importantes pour avoir un projet qui soit cohérent et qui permette finalement aux habitants d'être au cœur du projet et au cœur de ce qui va être développé. Et donc c'est vraiment cet élément-là aussi qui nous apporte énormément et qui enrichit le projet par une journée comme celle d'aujourd'hui. Il faut se servir des techniques les plus avancées, je dirais comme prototype et aussi comme base de réflexion, et puis après ça nous aider à réfléchir en profondeur. Et de manière globale. Et de manière active aussi. À présent, le contact est établi, place à la dynamique. De Esch-Belleval, la ville nouvelle au Grand-Duché de Luxembourg, au projet en région liégeoise, les participants au colloque ont eu l'occasion de partager expérience ou maîtrise, de s'enthousiasmer aussi au moment où la Wallonie lance un appel à manifestation d'intérêt aux communes. Certains pilotent déjà des projets qui sortent de terre, d'autres en sont au stade de la réflexion avancée, mais tous sont d'accord. L'avenir, ce n'est pas s'enfermer dans des carcans techniques ou technologiques. Mais aujourd'hui, on est les 2 pieds dans le béton. Et donc, on a fait des routes, on a réalisé des terrains qui sont viabilisés. Maintenant, on vend les terrains et on construit la ville élément après élément, quartier après quartier. Et donc, aujourd'hui, on a déjà vendu 70% des surfaces vendables. Donc, on peut donner la facette, voilà comment ça se passe dans la réalité.
on répartit beaucoup plus de choses sur le même sujet qu'avant. Bon, il fallait faire des maisons passives, ou bien c'était plutôt mettre du verre dedans, ou bien on enlevait les voitures, mais jamais dans le même projet. Donc ici, j'ai vraiment trouvé ça très très intéressant et ça ouvre des nouvelles perspectives, surtout aussi peut-être de collaboration beaucoup plus large avec d'autres types d'acteurs dans le secteur, notamment les ingénieurs tous ceux qui proposent aussi, qui pensent la ville du futur. Il y a vraiment énormément de choses à dire et à faire. Et la machine est désormais sur les rails. Il y a quelques jours, Carlo Di Antonio, ministre wallon de l'aménagement du territoire, a lancé un appel à manifestation d'intérêt aux communes wallonnes. C'est un projet ambitieux, un projet innovant, positif, dans un monde souvent désenchanté, peut-être à un moment donné aussi un projet qui a été considéré comme trop innovant, puisque pour certains, il y avait des commentaires négatifs lorsque tout cela a été présenté il y a quelques mois, en disant c'est un projet dont on ne verra jamais la concrétisation. Et pourtant aujourd'hui, une pierre cruciale est posée. Concrètement, une étude universitaire a identifié un potentiel de 398 sites répartis sur l'ensemble du territoire wallon, comme pouvant accueillir des quartiers nouveaux. L'appel à manifestation d'intérêt ne vise pas à créer d'énièmes lotissements, mais bien à développer des quartiers exemplaires et novateurs où le cadre et la qualité de vie sont au cœur du projet. Vous avez entendu parler de notre parti, de ses fondamentaux, de ses priorités. Certains d'entre vous souhaitent peut-être encore en savoir un peu plus. Profitons dès lors de cette occasion pour rappeler nos valeurs et ce qu'est le développement humain qui anime le CDH. Crise économique, sociale, environnementale, crise de valeurs et de confiance. Pendant des années, la croissance économique a généré une forte amélioration des conditions de vie. Services, protection sociale, infrastructures. Elle a aussi engendré des conséquences inacceptables. Le modèle matérialiste et individualiste a conduit à une impasse. Inégalité, perte d'emploi, endettement, épuisement des ressources. Ce système ne parvient plus à ouvrir de perspectives. Se résigner serait trop facile. Pour demain, pour les générations futures, nous devons dépasser les crises et ouvrir une nouvelle voie. Notre mouvement est en marche. Il est ancré dans les réalités de nos régions. C'est un centre qui rassemble ceux qui veulent construire l'avenir. Notre projet ose proposer le bonheur pour objectif. Nous sommes des êtres humains. Nous l'avons parfois oublié. Ce qui nous rend plus heureux, c'est le développement humain. Le développement humain, c'est investir dans la croissance de la qualité de vie, l'école, la famille, le talent et la force du travail. C'est donner à chacun sa juste part et retrouver le sens du mot économie. Une économie au service de l'homme. C'est mieux vivre ensemble, avec respect. L'avenir, c'est nous qui le choisissons. Construisons-le ensemble. Le changement, nous devons l'inspirer et le réaliser avec toute notre énergie et notre volonté. Ensemble, libérons notre créativité et notre imagination pour tracer un nouveau modèle. Inspirons, créons le changement. Le CDH veut construire ce projet et propose à chacun d'y prendre part. C'est un projet radicalement humain. Aujourd'hui, nous ne vivons pas la fin d'une époque, mais le début d'une nouvelle ère. Avec vous, construisons un monde qui bat au rythme de l'humanisme. C'est la fin de cette émission Génération Humaniste. Merci à Thomas Fillon et Damien van der Straten qui m'ont aidé à préparer ce magazine. Retrouvez toute l'actualité du CDH sur notre site, le cdh.be, ou sur nos pages sur les réseaux sociaux. À bientôt et pensez-y, bienvenue chez vous.